suis ravi d'enregistrer avec toi, Loïs. Tu es un ex-ingénieur spatial, tu fais de la recherche, tu travailles au CEA. Et l'idée de cet épisode, c'est qu'on comprenne un peu cet engouement pour le spatial récent, où tout le monde a envie d'aller planter son drapeau sur Mars. Et pourquoi est-ce que dernièrement, il y a cet engouement-là ? C'est quoi les impacts ? Qu'est-ce qui a un intérêt dans la conquête spatiale ? Qu'est-ce qu'on a moins ? Et où est-ce qu'on met la limite de ces délires milliardaires de conquête ? Est-ce qu'il y a des trucs là-dedans qui vont vraiment être utiles pour le développement, pour la transition écologique ou même pour le développement de notre humanité ? Ou est-ce que c'est quand même un concours de qui est la plus grosse ? Donc on va essayer de trouver un peu les points d'inflexion, les points de bascule où on se dit ok, utile, pas utile, de tous ces trucs-là dans cet épisode. Et pour commencer, écoute, je te propose de te présenter et de m'expliquer un peu pourquoi est-ce que c'est avec toi qu'on a décidé d'enregistrer. Vaste programme. Exactement. Donc je m'appelle Loïs Miro, je suis un ancien ingénieur en aérospatial donc. Je suis un chercheur indépendant sur les impacts environnementaux du secteur spatial et aussi, comme tu l'as dit, actuellement je suis chercheur au CEA sur la transition énergétique, donc plus du tout sur le secteur spatial, et aussi membre de l'association Aérodécarbo, qui est une émanation initialement de l'école Supaéro et qui vise à faire en sorte que le secteur aérospatial donc transitionne vers un monde compatible avec les lignes planétaires. T'as 27 ans, je suis pas sûr qu'on l'ait dit, et t'es ex-ingénieur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que en fait, tu arrêtes de bosser ? Le spatial, l'aéronautique, souvent c'est des rêves de gosses, et les gens qui bossent dans ce secteur, c'est des gens qui en ont rêvé toute leur vie, qui ont vraiment eu ce truc un peu ancré dans leur trip. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu t'es arrêté ? Alors, je pense qu'il faut revenir aux origines pour expliquer ça. D'où tu viens ? Dis-moi où est-ce que tu as grandi et qu'est-ce qui s'est passé ? Initialement, j'étais très intéressé par la physique et la compréhension de l'univers. Donc, je voulais plutôt faire de l'astrophysique initialement. Et j'étais quand même intéressé par les questions de société et déjà un petit peu par toute la problématique environnementale. Et donc, je me suis dit, finalement, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus concret. Et être ingénieur dans le secteur spatial, ça me semblait pas mal parce que je me suis dit que je pouvais contribuer à la fois à des systèmes comme des télescopes spatiaux qui allaient répondre à des questions sur l'univers et des satellites aussi qui pouvaient étudier la Terre. Donc ça permettait de tout combiner. Donc en parallèle, j'ai fait une formation donc en ingénieur aérospatial et en parallèle de cette formation, j'ai commencé à, on va dire, prendre conscience de l'ampleur de la crise écologique et développer un attrait intellectuel particulier en sciences de l'environnement. Peu naturellement, j'ai commencé à me poser des questions sur quel est l'impact environnemental du secteur spatial. Donc initialement, c'était vraiment... j'étais en pleine remise en question existentielle, éco-anxieuse, et je voulais savoir dans quel secteur j'allais travailler et quels seraient ses impacts. Donc concrètement, j'ai commencé à regarder dans la littérature scientifique ce qui se disait sur le sujet, donc le peu d'études scientifiques qui existaient à l'époque. Et j'ai trouvé qu'il y avait un sujet qui était hyper intéressant, largement inexploré donc. Et donc j'ai commencé par mener mes propres projets de recherche quand j'étais encore en parallèle de mes cours. J'ai poursuivi en parallèle de mon travail, donc j'ai commencé par travailler dans l'industrie spatiale en tant qu'ingénieur en analyse de cycle de vie. Alors d'abord au CNES, puis ensuite dans l'industrie. Tu vois, quand je m'imagine un lancement, moi je m'imagine tout de suite une fusée de, qui doit faire 16 mètres de haut, forcément un truc énorme. Est-ce que ça a toujours ces tailles-là, un lancement, tu vois, parce qu'on parle de satellites qui ont entre 100 et 200 kilos la plupart du temps. Est-ce que tu as vraiment besoin à chaque fois d'avoir des fusées comme celles qu'on imagine Il y a des satellites qui vont jusqu'à plusieurs tonnes, voire des satellites qui font 10 tonnes. Donc vraiment les plus gros, les satellites de météo par exemple, ou de télévision qui sont dans des orbites assez éloignées de la Terre. Donc il y a effectivement des satellites qui font de l'ordre de la dizaine de kilos. C'est arrivé plus récemment, on va dire, dans l'industrie spatiale. Et on fait l'expérience depuis quelques années de l'arrivée de fusées plus petites, justement, qui seraient plus adaptées à ce marché des petits satellites. Ok. Un satellite de 10 kilos, il sert à quoi ? Il peut servir à tout plein de choses. Alors en général, les petits satellites comme ça, c'est souvent des satellites de démonstration technologique ou des satellites universitaires où on essaie de faire apprendre à des étudiants et comment construire un satellite. Ouais. Et souvent, c'est une fonction très précise. Mais voilà, les satellites, on va le voir, ils peuvent servir à tout un tas de choses, un peu quelle que soit leur taille. Donc, on pourra développer ça par la suite. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de petits satellites de 10 kilos qui se baladent tout seuls en... Il y en a moins que ça. Okay. En fait, pour faire un peu le panorama des applications du spatial et du nombre de satellites qu'il y a,
Alors, je vais parler jusqu'à 2010. On va dire les années 2010. Il y avait entre 1000 et 2000 satellites actifs dans l'espace. Donc, ces satellites, à quoi ils servent ? D'abord, il y en a qui servent à faire de l'observation de la Terre scientifique. Ouais. Donc, à mesurer des paramètres du système Terre. Donc, déjà, on a tous les satellites météo qui servent aux prévisions. Donc là, on comprend bien l'importance que ça a. Si on pense à toutes les activités économiques qui ont une dépendance dans ces prévisions météo, à commencer par l'agriculture. Et après, il y a des satellites plus spécialisés qui vont aller mesurer, comme j'ai dit, des paramètres du système Terre. Donc là, il y a un chiffre qui est souvent cité, c'est que les climatologues, ils définissent ce qu'on appelle des variables climatiques essentielles dont ils ont besoin pour faire tourner leur modèle climatique. Il y en a à peu près une cinquantaine. Et on considère que les satellites, ils font une contribution majeure, critique, pour à peu près la moitié d'entre elles. Et donc ça va être une mesure de tout un tas de paramètres sur l'atmosphère, sur la cryosphère, donc les glaces, la biosphère, etc. J'avais vu que c'était très important pour le calcul des masses des glaciers, des quantités de fonte, etc. Ouais. La montée des eaux, par exemple, ça fait partie des paramètres où les satellites sont indispensables. En fait, ils permettent d'avoir une mesure globale, précise et répétable, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, ils sont arrivés dans les années 70, ces types de satellites, et ça a été une véritable révolution. Aujourd'hui, il y a eu tout un tas de générations. En Europe, par exemple, on a la famille de satellites Copernicus. Donc, c'est des satellites où il y a des sentinelles. Donc, vous ferez attention maintenant, si vous voyez une courbe des données liées au changement climatique, regardez en bas, il y a souvent des logos d'agences spatiales. Il y a la NASA, il y a écrit justement Copernicus en référence à cette famille de satellites. Hyper intéressant. Et donc ça, c'est avant 2019, du coup ? Alors, on n'a pas terminé, encore tout un tas d'applications. Donc, dans l'observation de la Terre, bien sûr, il y a des applications militaires, puisque faire de l'imagerie, ça permet aussi d'espionner, etc. Donc là, il y avait aussi quelques centaines de satellites de ce type. Il y a bien sûr quelques centaines de satellites d'exploration de l'espace, de sciences de l'univers. Donc ça, c'est ceux qui ne sont pas tournés vers la Terre, mais qui sont tournés de l'autre côté. Tournés de l'autre côté, voire carrément envoyés explorer. Il y a les satellites GPS. Donc là, encore une fois, c'est une application militaire qui a ensuite été développée dans le milieu civil. Pareil, on avait une centaine. Et la dernière application, c'est les télécommunications. Donc je la mets en dernier, mais en réalité, ça a été la première application historique des satellites. En fait, il y a la majorité des communications des activités humaines qui se font via des infrastructures au sol, que ce soit la téléphonie, la télévision ou Internet. Mais il y a certains cas dans lesquels les satellites, si on veut communiquer, ils sont essentiels. Donc c'est quand on va être dans des zones isolées, donc les océans, les déserts, etc. Quand on va avoir des infrastructures qui sont détruites, donc par exemple quand il y a des séismes, des ouragans, on l'a vu à Mayotte par exemple, en cas de guerre aussi, en Ukraine on l'a vu aussi. Il y a des communications militaires évidemment et réservées au gouvernement de manière sécurisée. Il y a tout ce qui est télévision par satellite. Et le dernier usage, mais qui va être très important, c'est Internet. Et donc Internet, en fait, ça existe par satellite depuis la fin des années 90, début 2000. Mais en fait, le problème, c'était qu'il y avait une connexion qui était très lente. Enfin, le problème à voir, hein, parce que les satellites, ils étaient placés très haut en orbite. Et donc, en 2019, j'y viens enfin, il y a eu une révolution à cause des fameuses méga-constellations de satellites. Donc là, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de satellites qui vont fonctionner de concert pour essayer de fournir un accès Internet, mais cette fois en se plaçant en orbite la plus basse possible pour avoir un accès haut débit, faible latence. Donc là, c'est la fameuse constellation Starlink d'Elon Musk qui est en déploiement. Il y en a une autre, c'est OneWeb, et il y en a tout un tas d'autres qui sont annoncés à l'avenir. Et donc c'est bien cette application, cette dernière application-là, qui est responsable de la croissance extrêmement rapide, justement jusqu'en 2019. Si on regarde la masse de charge utile, la masse de satellites qu'on plaçait en orbite chaque année, c'était de l'ordre de 400 tonnes, tout usage confondu. Ouais. Là, en 2024, pardon, il y a eu 2500 tonnes qui ont été placées, et cette croissance, c'est quasiment essentiellement Starlink. Okay. Donc ça a été multiplié par 6. Je pense que là, on voit bien les différents usages, les tournants qu'ont pris l'industrie spatiale là-dessus, les nouveaux usages qu'on a utilisés, les usages qui sont des usages plus historiques. Là-dedans, est-ce qu'on a une trajectoire de décarbonation ? J'ai l'impression que ce secteur, il est un peu mis à part par rapport à beaucoup d'autres. On lui demande pas beaucoup de comptes. C'est le secteur qui a énormément grandi, et notamment aussi médiatiquement, parce que c'est Elon Musk qui le porte. Est-ce qu'il y a des trajectoires de décarbonation qui sont envisagées ou même pas, en fait, on s'en fout ?
Alors, au niveau mondial, il n'y a rien. Je pense qu'il y a une exception française et qui est très récente à ce niveau-là. C'est que, donc déjà, bon, c'est pas dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, le secteur spatial n'est même pas mentionné. Depuis il y a 2 ans, je crois, le CNES a été chargé par le ministère de l'économie de faire une feuille de route de décarbonation. Plutôt bien. Mais, en fait, l'essentiel du problème, donc la feuille de route de décarbonation, elle va porter sur des choses relativement classiques, communes à d'autres industries, qui sont des émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu donc lors de la production des lanceurs et des satellites. Mais le secteur spatial, en fait, il est caractérisé par un impact sur le climat qui est complètement unique. C'est que l'essentiel de son impact sur le climat, c'est des émissions hors CO2. C'est des choses qui ont lieu lors des phases de lancement, lorsque les fusées vont mettre dans toutes les couches de l'atmosphère. C'est-à-dire que nous, on compte les impacts uniquement en CO2 et que du coup, cette industrie y échappe parce qu'on ne parle pas de CO2 dans l'industrie. C'est ça. Et en fait, il y aura des... C'est quelque chose qui a été étudié de manière très parcellaire dans la littérature scientifique. Et du coup, aujourd'hui, c'est pas assez robuste pour qu'on puisse vraiment l'inclure dans une feuille de décarbonation. Et en même temps, on va le voir, ça arrange un petit peu les acteurs aussi de pas l'inclure de toute façon. Donc, bon, de toute façon, cette feuille de route, elle n'est pas encore sortie. C'est encore un secret. Donc moi, j'ai pas plus d'informations que toi. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'elle n'inclura pas toutes ces problématiques d'effet hors CO2 dont je vais parler après. Je me demande, tu vois, genre, si t'es sorti de ce secteur, c'est probablement parce que ce genre d'ambition, t'y crois pas trop. Parce que sinon, tu serais resté, a priori. Donc en fait, même s'il y a une feuille de route qui existe, qu'est-ce que toi t'en penses ? C'est quoi ton avis là-dessus ? Alors, il y a un peu de ça. Il y a déjà le fait que l'échelle française, c'est l'échelle française. Et qu'aujourd'hui, comme je l'ai décrit. Après, on est meneur sur Ariane, non ? J'ai envie de dire, j'allais dire c'est les États-Unis, mais non, c'est une entreprise en fait. Oui, mais je veux dire, la France au niveau européen, parce qu'aujourd'hui, on a essentiellement des projets qui sont européens, on n'a pas de projet français particulièrement. Tout à fait. Alors, on peut imaginer que cette ambition à l'échelle française, elle rayonne au niveau européen. Elle rayonne au niveau européen. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une particularité un peu européenne dans la prise en compte de ces enjeux environnementaux dans le secteur spatial. Même si c'est récent, ça a le mérite d'exister. Il y a la Commission européenne qui est en train de travailler sur une loi spatiale européenne qui est censée inclure tout un tas d'aspects environnementaux, donc peut-être des obligations. Alors encore une fois, c'est pas encore sorti, mais il y aura sûrement des obligations de faire des analyses de cycle de vie. Il y aura aussi sûrement des réglementations sur le comportement en orbite pour la problématique des débris spatiaux. Et ça, c'est une spécificité européenne. Donc ça a le mérite d'exister. Mais en effet, comment dire, aujourd'hui, ce qui drive la croissance du secteur spatial, ce qui détermine la croissance du secteur spatial, c'est vraiment en fait une entreprise et un projet et un type d'application. C'est Internet par satellite, et pas n'importe quel Internet, c'est du haut débit, faible latence. En fait, quand on est ingénieur ou jeune diplômé dans ce secteur-là, effectivement, moi, ce qui m'avait attiré initialement, ce qui me faisait rêver, c'était plutôt les missions scientifiques et en tout cas la contribution à des bénéfices sociétaux. Et il y a un peu une désillusion quand on voit la trajectoire que prend le secteur. J'ai cité, je pourrais détailler ces méga constellations et leurs impacts environnementaux qui sont complètement insoutenables. Mais il y a aussi, en plus de ça, toutes les annonces sur des projets complètement farfelus d'exploration, de colonisation de l'espace. On va en parler aussi. Ouais, je pense qu'on va effectivement revenir là-dessus. Donc il y a une perte de sens. Sur les constellations, tu vois, il y a un truc que je trouvais fou et j'ai l'impression que ça s'applique aussi très bien à ces méga constellations. Tu parlais du réseau OneWeb, d'un autre et de Starlink. En fait, moi, je comprends pas pourquoi, et c'est la même chose avec les opérateurs téléphoniques où chaque opérateur opère son propre réseau et du coup, met chacun ses propres antennes pour pouvoir diffuser sa propre connexion. Pourquoi est-ce que, de la même façon que sur les réseaux routiers, réseaux ferrés, réseaux de transport de marchandises, on a un réseau qui est géré par un acteur et après, il y a tous les distributeurs qui utilisent ce même réseau. Pareil pour le réseau électrique. En fait, pourquoi est-ce que sur le réseau Internet, on pourrait pas avoir juste un acteur qui gère toutes les antennes et tous les satellites et après des distributeurs qui se pluguent sur ce réseau? On pourrait avoir un réseau de meilleure qualité, avoir moins de satellites. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte d'hégémonie qui se crée avec un acteur qui supplante tout le reste? Complètement. Alors déjà, ce serait mieux du point de vue environnemental, effectivement, d'avoir une seule infrastructure plutôt que de les superposer des infrastructures en compétition. Pour l'instant, s'il y a une seule infrastructure, c'est aussi parce que SpaceX a été les premiers à se lancer dedans et à avoir les moyens industriels de le faire. Et financiers également.
Donc, ce qui permet aujourd'hui le déploiement de cette constellation Starlink, c'est le fait de pouvoir réutiliser les étages des fusées, comme a réussi à le faire SpaceX. Parce que ça fait baisser les coûts, déployer une infrastructure représente en fait un tel changement d'ordre de grandeur. Si on regarde l'histoire des activités spatiales, ça n'aurait pas été possible sans ce changement-là. Donc en fait, ils ont déjà cette longueur d'avance qui fait qu'aujourd'hui, c'est eux. Mais effectivement, il y a tout un tas d'autres infrastructures qui sont proposées. Alors des fois, c'est des infrastructures qui sont vraiment en compétition. Donc c'est par exemple Amazon. Il y a le Project Kuiper qui aussi veut déployer des milliers de satellites pour le même usage. Bon, déjà, il y a des questions qui se posent sur la rentabilité. Est-ce qu'il y aura un marché déjà pour Starlink, est-ce qu'il y aura un marché? Donc là, on s'oriente déjà vers un duopole. C'est ça, antidémocratique, parce que du coup, ils mettent dans l'espace ce qu'ils ont envie de mettre dans l'espace, et puis après, la question démocratique se pose un peu trop tard. Elle se pose absolument pas. Elle se pose même pas. Elle se pose pas du tout. Et en fait, il y a quand on voit l'ensemble des impacts que ça crée, que ce soit sur le climat, sur l'ozone, sur les débris spatiaux et sur la pollution lumineuse, sur le ciel nocturne, ça attaque des biens communs. Et le fait que, en fait, finalement, après, si on regarde qui profite de ces services-là, c'est un peu vendu comme un projet de développement. C'est-à-dire que le discours, c'est de dire que on a à peu près 3 milliards, un peu moins de 3 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès à Internet. Et donc on dit, avec ces constellations, de toute façon, on ne va pas construire d'infrastructures au sol pour leur fournir Internet parce que ce serait trop lourd, et même impactant environnementalement parlant. Et donc ces constellations leur permettent d'avoir accès à Internet. Ce qui est pas faux. Sauf qu'en fait, c'est pas n'importe quel accès à Internet. Comme je l'ai dit, c'est un accès à Internet au débit faible latence. Et en réalité, aujourd'hui, la constellation Starlink, elle est dimensionnée pour le marché des zones blanches américaines. En fait, ça veut dire qu'on a une capacité qui est déployée sur l'ensemble du globe, qui est surdimensionnée sur la quasi-totalité de la surface du globe, parce qu'il y a des océans, ça sert pas à grand-chose d'avoir une grande capacité. Sur 73% de la surface de la Terre. C'est ça. Il y a des pays où c'est pas autorisé d'avoir Starlink, et surtout, et c'est le dernier mais pas le moindre, c'est que la plupart des gens peuvent pas se le payer. Dans les 3 milliards de clients potentiels, en fait, Starlink, ça varie selon les zones géographiques, mais c'est de l'ordre de 50 à 100 dollars par mois au minimum pour les utilisateurs résidentiels, et c'est plusieurs centaines de dollars d'achat du matériel. Donc de toute façon, il y a plein de gens qui pourront pas se payer ça. Si on prend une mission spatiale classique, c'est quoi les gros impacts? Comment est-ce que tu les calculais quand tu travaillais là-dedans, et en fait, c'est quoi le type de lancement classique, et c'est quoi la différence entre les lancements? On en a parlé pas mal en volume, tu m'as parlé des tonnes qu'on envoie supplémentaires depuis 2019 dans l'espace, mais ça représente quoi en nombre de lancements et du coup en impact créé à chaque lancement? Ouais. En fait, moi je fais bien la distinction entre tous les impacts qui vont avoir lieu au sol, donc pour la fabrication et toutes les opérations pour les satellites et les fusées, et après ce qui va se passer dès que la fusée va décoller de son pas de tir, parce qu'on va voir que ce sera de nature très différente et les impacts seront très différents. Donc on dispose de quelques analyses de cycle de vie qui en fait elles s'arrêtent au moment où la fusée décolle de son pas de tir. Donc pour les satellites, l'ordre de grandeur c'est quelques milliers de tonnes de CO2 pour l'ensemble du cycle de vie. C'est très variable selon les types de missions. Si c'est des missions scientifiques, on va avoir beaucoup plus d'heures de recherche et développement, beaucoup plus de temps passé dans des salles blanches qui consomment de l'électricité. Mais globalement, c'est ça l'ordre de grandeur. Côté fusée, on dispose de l'analyse de cycle de vie d'Ariane 5 et d'Ariane 6. Donc ils ont donné leurs résultats. Ce serait de l'ordre de 20 000 tonnes de CO2. Donc à comparer par lancement, c'est ça. Et c'est un one shot. Chaque lanceur est utilisé une fois. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça la grosse différence mais avec sans la phase de tir, vraiment. C'est jusqu'à ce que la fusée soit mise sur le pas de tir. Et en fait, c'est là que les vrais ennuis commencent en réalité. Parce que si on fait le bilan juste sur la phase avant lancement. Donc ça, c'est la phase construction, etc. quoi. Construction, extraction des matières premières, vraiment tout le cycle de vie jusqu'à ce que la fusée arrive sur son pas de tir. On regarde ça pour
tous les satellites, tous les lancements sur une année, donc 2019, prenons, c'est de l'ordre de 0,01% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, bon, c'est assez faible. Évidemment, il faut quand même y faire quelque chose parce que toute tonne de CO2 compte, mais c'est tout petit par rapport à la phase de lancement. Alors pourquoi ? Alors déjà, une fusée, elle va émettre des gaz à effet de serre, donc du CO2 mais aussi de la vapeur d'eau, mais pas que, des particules. Donc dans les particules, on va retrouver des particules d'aluminium oxydé. Et ensuite, deuxième type de particules, c'est des suies. Donc ce sont des agrégats d'hydrocarbures imbrûlés. Donc là, on va retrouver ça dans le kérosène, par exemple. Il va y avoir un premier facteur démultiplicateur de l'impact qui est que les moteurs de fusée vont émettre beaucoup de particules. Donc pour donner un ordre de grandeur, pour ce qui est d'un moteur au kérosène qui émet donc des suies, il va en émettre de l'ordre de 1000 fois plus qu'un moteur d'avion par kilogramme de carburant brûlé. Ok. Ensuite, les émissions elles vont avoir lieu dans les plus hautes couches de l'atmosphère. Et ça, c'est les lancements, voilà, on est la seule industrie à faire ça dans le secteur spatial. L'ensemble des activités humaines émet plutôt dans la couche la plus basse de l'atmosphère, qui est la troposphère. Sauf qu'en fait, dès qu'on émet dans la couche qui est au-dessus, la stratosphère, on va avoir chaque composé qui va avoir un temps de résidence beaucoup plus long. Une particule qui est émise, elle va y rester de l'ordre de 3 à 5 ans. Alors que si elle avait été émise par le reste des activités humaines au sol, c'est plutôt quelques jours, quelques semaines maximum. Et donc ça veut dire que chaque composé qui est émis, il va avoir beaucoup plus de temps pour exercer son pouvoir réchauffant sur l'atmosphère. Ça, on en crée des équivalents CO2 pour qu'on puisse faire des comparaisons ou pas ? Alors, elle est faite dans une métrique climatique, dans le cadre du changement climatique, qui est plus en amont que le CO2 équivalent. Il y a une estimation de ça pour la stratosphère, pour les fusées. Donc on aimerait bien pouvoir le comparer à quelque chose qu'on connaît sur mais c'est sur la troposphère. Donc ce sera pas sur la même couche, mais je vais quand même donner un chiffre. Donc ça a été évalué par les deux études que j'ai mentionnées. En gros, les fusées réchauffent la stratosphère de l'ordre de 10 fois moins que les avions réchauffent la troposphère. Pourtant, les fusées brûlent de l'ordre de 10 000 fois moins de carburant par an que l'aviation. Et donc ce facteur-là, il est différent à cause justement des deux effets démultiplicateurs que j'ai cités, à savoir qu'on émet beaucoup plus de particules avec une fusée et que c'est émis donc dans les plus hautes couches, qui restent plus longtemps. Donc en fait, quand on se dit 10 fois moins, on se dit « Ah, c'est mieux », mais on crame 10 000 fois plus. C'est ça. Donc le rapport, c'est 1 à 1000, c'est ça ? En fait, ce que je veux dire, c'est que avec les fusées... On devrait pas pouvoir le comparer comme ça, mais... Avec les fusées, on crame 10 000 fois moins qu'avec les avions, mais l'impact, il est que 10 fois plus petit. Alors qu'il devrait être 10 000 fois plus petit. Rien que l'ordre de grandeur, il montre qu'il y a une forte intensité des activités de lancement en termes d'impact sur le climat. Ouais. Et c'est inquiétant au vu de la croissance rapide qui est en cours, parce que ce chiffre, en fait, il porte sur 2019. C'était avant 2019, en fait. Et donc depuis, il y a eu le lancement de la constellation Starlink, et donc j'ai parlé de la masse de charge utile qui a été placée en orbite chaque année. Donc j'avais dit qu'elle est passée de 400 tonnes en 2019 à 2500 l'année dernière. Déjà, ça c'est une métrique que je trouve plus pertinente que souvent on parle du nombre de satellites, mais comme on l'a dit au tout début, ils peuvent avoir des masses différentes, donc ça veut pas dire forcément grand-chose. Et c'est pareil pour les nombres de lancements. On peut avoir des fusées toutes petites et des fusées très grandes. Donc je préfère parler en termes de masse de satellites. Et en fait, même il y a une métrique qui est encore plus pertinente, c'est la masse de carburant qui est brûlée dans l'atmosphère par les fusées. Donc ça a été multiplié par 3 entre 2019 et 2023-2024. Donc c'est pas le même rapport parce que il y a des efficacités, il y a des fusées qui arrivent à transporter on fait plus. mieux, mais on en fait plus. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est que le début. Si on regarde ce qu'a annoncé SpaceX pour 2025, on aura un facteur 4. Et en fait, on est qu'au début du déploiement de la constellation Starlink. Il y a 7000 satellites Starlink en orbite. Ils en prévoient de l'ordre de 30 000. Et en plus, leur masse, elle est en train d'augmenter au fur et à mesure, parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin de plus en plus puissants pour pouvoir justement servir un débit de plus en plus important pour les utilisateurs. Donc si on ajoute à Starlink les autres constellations annoncées comme Amazon pour Kuiper, ou même des constellations chinoises, les Chinois ont annoncé plus de 2 constellations, plus de 10 000 satellites, on se rend compte que, j'avais fait cette analyse dans une étude, on arriverait
sans trop de difficulté à l'impact de l'aviation sur le climat. Juste par 3 tout ça, entreprises en si plus. Tout ça, c'était... Parce qu'on là, on parle Exactement. de OneWeb, Starlink, enfin Amazon, Starlink en gros, et c'est ça, leur ça. équivalent chinois, quoi. Exactement. Et donc là, ça veut dire, tu parlais en début d'épisode de 1000 à 2000 satellites en l'air. Là, on parle facilement de 60 000, quoi. C'est ça, À puisque horizon alors, 2030. initialement, Starlink avait prévu 42 000 satellites, alors là, on a l'impression qu'il change plutôt à 30 000 satellites. Mais Amazon, c'est quelques milliers également. OneWeb, je crois que c'était moins de 1000, mais bon, leur plan, ils n'arrêtent pas de changer. Les Chinois, il y a une de 15 000, une de 10 000, quelque chose comme ça. Enfin, c'est l'ordre de grandeur. Et encore, il y en a d'autres. Alors, verront-elles toutes le jour auront-elles tout un marché Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, rien que Starlink, ça pose déjà énormément de problèmes. En termes d'impact sur le climat, en termes d'impact sur la pollution lumineuse, les astronomes ont beaucoup de problèmes avec Starlink. À observer le ciel correctement, parce qu'il y a des lumières quoi, de exactement. Il y a certains observatoires, j'ai cité juste un chiffre pour cette problématique-là, c'est l'observatoire Vera Rubin, donc qui doit encore en construction, il doit rentrer en opération à la fin de l'année. Là. C'est un télescope quand même à 1,5 milliard. Qui doit étudier la matière noire, répondre à tout un tas de questions hyper intéressantes sur notre univers. Et on considère qu'il y aurait de l'ordre de 30% de ces observations qui seraient perdues à cause de Starlink uniquement. Toute cette histoire de pollution lumineuse, on a l'impression que bon, c'est juste... bon d'accord, quand on regarde le ciel, on voit des petits points passer. Non, pour les astronomes, ça a vraiment des vraies conséquences en termes de coûts, parce que ça veut dire qu'ils doivent refaire des observations. Ça peut chiffrer très très vite. Hein. Le Very Large Telescope, donc le plus grand télescope au monde, c'est 1 euro la seconde d'observation. Donc ça chiffre très vite. Et concrètement, ça se traduit en moins de programmes scientifiques, moins de mesures, puisque les budgets sont fixes, les temps d'observation de ces infrastructures ils sont fixes aussi. Donc voilà, c'est de la science en moins. Il y a un sujet qui me pose énormément de questions. Moi, c'est le sujet de la démocratie. Du coup, tu vois, quand tu as deux entreprises, alors 3, mais américaines et chinoises, qui s'arrogent une part assez monumentale de ce gâteau en se disant de toute façon ça va marcher. Toi, tu dis même, en fait, il y a des réseaux qui se développent, mais on sait même pas s'ils vont pouvoir être fonctionnels. Ça veut dire qu'en fait, on envoie des trucs dans l'atmosphère, dans la stratosphère, sans même savoir si on va les utiliser un jour correctement. Donc ça se trouve, on est juste en train d'envoyer des poubelles. Il y a des vraies questions autour de ça, parce que là, j'ai cité encore que les plus gros projets, et quand c'est les projets des constellations chinoises, par exemple, souvent elles sont soutenues par l'État. Quand il y a un État derrière, on peut se dire, bon, la fin de vie sera gérée jusqu'au bout, en quelque sorte. Mais il y a tout un tas d'entreprises qui sont des startups et qui pourront faire faillite, même après avoir lancé des satellites dans l'espace. Donc, qu'adviendra-t-il de ces satellites-là ? Est-ce qu'ils vont juste se transformer en débris, on sait pas. Aujourd'hui, on sait récupérer des débris spatiaux ou pas ? On a Alors, une sorte de grand aspirateur spatial qui... On n'a pas ça. On a un truc moins bien. Enfin, peut-être l'année prochaine, on aura un truc moins bien et qui coûte très cher. C'est ça ? Non, alors, il y a l'Agence spatiale européenne qui a financé la première mission de nettoyage d'un débris qui doit se faire l'année prochaine. Donc, c'est Clear Space One. Et elle a quand même mis 86 millions. Alors ça, c'est le premier chiffre qui a été donné. Probablement que ça a augmenté au fur et à mesure parce qu'ils ont l'air d'avoir des difficultés financières. La mission, elle consiste à envoyer un satellite qui va aller chercher un autre satellite qui est abandonné. Il va le récupérer avec des genres de bras. Phagocyté, quoi. Et il va l'emporter avec lui dans l'atmosphère. Donc c'est ça aujourd'hui le nettoyage. Donc on crée un plus gros déchet avec un plus petit déchet, c'est ça ? Alors on fait un plus gros déchet qu'on met dans l'atmosphère. Au moins, il n'est pas dans l'orbite. Ah oui, c'est ça la différence. Ouais. Potentiellement, alors je vais en parler juste après du coup, ça pose des problématiques sur l'atmosphère aussi, de faire rentrer tous ces satellites. Parce qu'une fois qu'ils rentrent, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils brûlent ? Effectivement, en fait, ils vont un jour ou l'autre retomber dans l'atmosphère. Le problème, c'est que quand ces satellites et ces étages de fusée retournent dans l'atmosphère, elles émettent des particules métalliques dans les plus hautes couches, parce qu'elles rentrent quand même très très vite. Donc là, on est vraiment dans les plus hautes couches de l'atmosphère, la mésosphère, entre 50 et 85 km. Et c'est la seule activité humaine qui émet là-dedans. Et en fait, les scientifiques craignent qu'il y ait un effet sur cette couche d'ozone, justement, surtout à cause de l'aluminium, qui est présent en très grande quantité dans ces satellites et ces lanceurs. Et en fait, cet aluminium, avec l'oxygène, il fait un oxyde d'aluminium, et ça pourrait catalyser des réactions destructrices d'ozone.
Et ça n'a pas encore été quantifié. Il y a 2 études, 2023-2024, qui parlent de ça. Certains tirent la sonnette d'alarme, d'autres sont plus modérés, mais en fait, tant qu'on n'aura pas d'autres études, on ne pourra pas vraiment arbitrer. Et il y a un truc très important, c'est qu'il y a potentiellement 30 ans entre le moment où les particules sont émises et le moment où elles atteignent la couche d'ozone et elles font leur effet. Donc il y a une sorte d'effet à retardement qui est particulièrement pernicieux. Et tu parlais de démocratie. Là-dessus, effectivement, si on résume, on a potentiellement une bombe à retardement pour la couche d'ozone, on a un impact quand même significatif et en croissance très forte sur les lancements, sur le climat, avec les lancements. On a quand même les astronomes qui ont beaucoup de soucis. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas freiner ou voire arrêter le déploiement de ces constellations, au moins attendre qu'on en sache plus? Et même au-delà des constellations, est-ce que oui, c'est ça, un moratoire, est-ce que il faut continuer d'envoyer des satellites ou est-ce qu'il faut s'arrêter tout de suite, quoi? Voilà, on peut faire preuve de discernement aussi et se dire, ok, on a eu tout un tas de satellites qui sont hyper utiles, et là c'est vraiment cette croissance liée principalement à l'accès Internet au débit, et là pour l'instant Starlink, qui pose problème. On peut faire un moratoire juste sur ce type d'activité. Et là, comment on fait? Parce qu'en fait, si les lancements se font à Cap Canaveral aux États-Unis, quel droit a l'Europe pour dire arrêter et puis aussi à qui appartient l'espace? Et est-ce que c'est un espace public? Est-ce qu'il appartient au pays au-dessus duquel il se situe? Je sais pas du tout comment ça se passe, ça. Est-ce que l'espace est... Aujourd'hui, tu vois, on parle de la station spatiale internationale. On y fait arrimer des vaisseaux russes, des vaisseaux américains, des vaisseaux européens. En fait, est-ce que l'espace, de la même façon que l'espace aérien français, c'est celui qui se trouve au-dessus de la métropole, est-ce qu'il y a un espace spatial français ou pas du tout, quoi? Non, du coup, chacun fait ce qu'il veut, et aujourd'hui, c'est zone de non-droit. Alors, il y a un traité qui date de 1967, je crois, qui s'appelle le traité de l'espace, où justement on dit que l'espace n'appartient à personne et qu'aucune nation qui a le droit de dire ça c'est ma propriété. Et donc les États-Unis ils peuvent faire ce qu'ils veulent en quelque sorte. Là c'était quelque part une réflexion purement théorique que j'avais sur le moratoire. Malheureusement il est impossible à mettre en place, d'autant plus que déjà qu'avant d'arriver au gouvernement, Musk avait pour sa société SpaceX avait très peu de barrières sur ces enjeux environnementaux. Il y avait justement une agence américaine qui s'appelle la FAA, Federal Aviation Administration, qui était en charge de faire parfois des revues environnementales. Le problème, c'est que Musk était déjà en guerre contre cette FAA avant d'arriver au gouvernement, et là, le président de la FAA a démissionné le jour de l'inauguration de Trump, sous pression de Musk. Donc on pense que le peu de limites qu'il avait vont sauter. Donc là, il pourra déployer sa constellation encore plus rapidement sans aucune entrave. Ouais, on reviendra pas sur les conflits d'intérêts que ça implique, mais je pense que vous les avez tous un peu en tête. Ouais, est-ce qu'on peut encore justifier de l'expansion du spatial quand on voit tout ça? Alors là, on a parlé beaucoup d'Internet. Quand on parle d'aérien, de spatial, on se dit que c'est toujours énormément d'émissions pour très 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 peu de gens qui en profitent. Donc là, on peut aussi reparler du tourisme spatial qui vient vraiment permettre à des super milliardaires de profiter exactement de ce dont on est en train de parler. On peut parler aussi de l'expansion spatiale vers des nouveaux territoires, tu me parlais du discours d'inauguration de Trump au moment de sa prise de fonction, sur la position des États-Unis vis-à-vis de la conquête de Mars. Est-ce qu'en fait tout ça c'est encore justifiable avec ce qu'on vient de dire? C'est absolument pas justifiable sur le plan environnemental, c'est sûr. Alors il y en a qui arrivent à le justifier. Sur le tourisme spatial, il y a des choses assez étonnantes. Effectivement, moi j'avais fait une analyse où j'avais essayé d'évaluer les empreintes carbone de passagers dans des vols de tourisme spatial typiques. Mais déjà, donc j'avais pas de modèle climatique justement pour évaluer la phase de lancement, mais rien que sur la phase avant lancement. Et déjà, je m'étais aperçu que donc il y a SpaceX avec sa Falcon 9 qui envoie des touristes dans l'espace. Et donc en fait, c'est quelques milliers de tonnes de CO2 par passager, pour un vol qui dure quelques jours. Et si on regarde la tranche de la population qui peut investir dans ce type de vol, c'est les ultra high net worth individuals, c'est-à-dire, c'est pas le top 1%, comme on en parle souvent, c'est le top 0,0001%. Donc là, en termes de justice climatique, en fait, voilà, ma conclusion, c'était que le tourisme spatial, c'est la combinaison de l'inaccessibilité économique la plus extrême et des empreintes écologiques par passager sont démesurées, et ça, c'est sans parallèle dans toutes les activités légales
qu'un individu peut faire. Et donc pour la petite anecdote, il y en a qui arrivent à justifier ce tourisme spatial du point de vue environnemental en se disant mais regardez, on envoie des gens puissants dans l'espace, et ils ont cette révélation, ce fameux overview effect ou effet de surplomb, où en voyant la fragilité de la Terre, ils se rendent compte que en fait il faut qu'ils changent. Et alors Jeff Bezos, quand il a fait son vol là, quand ça avait fait la une des journaux, le premier vol de tourisme spatial dans sa fusée, c'était en juillet 2021. Quelques mois plus tard, il se pointe à la COP 26, je crois, et il fait un discours où il dit ça. Il dit j'ai pris conscience de la fragilité de la Terre, et il enchaîne sur des annonces d'objectifs climatiques de Amazon. D'aucuns disent qu'il aurait dit vous êtes tout petit vu d'ici. C'était sa grosse réalisation lors de son voyage. Trump, dans son discours inaugural, alors j'avais noté la petite citation. Alors, excuse-moi. Parce que Loïs, il est préparé, il est venu avec des dizaines et des dizaines de notes dans lesquelles il fouille à chaque fois pour nous raconter toutes ces informations précisément. On touche à des sujets très vastes et des disciplines, et c'est ce qui est hyper intéressant, je trouve, dans ce sujet. C'est des disciplines très différentes. Hein. La pollution lumineuse, en général, c'est des astronomes qui s'intéressent à ça. On a des trucs. Oui, c'est la difficulté de cet épisode, je pense aussi que tu vois, on a 5 sujets dans un. Ouais, en fait. c'est ça. Qu'est-ce qu'a dit Trump lors de son discours inaugural ? Il a dit « Nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en envoyant des astronautes américains planter le drapeau américain sur Mars. » Donc la destinée manifeste, c'est une croyance quasi religieuse qui date du 19e siècle aux États-Unis et qui consiste à dire que les États-Unis ont une mission quasi divine de conquérir l'Ouest et de coloniser ce territoire-là. Donc ça justifie aussi le massacre des Amérindiens quand même. Voilà, c'est lié au mythe de la frontière qui est un peu le récit qui glorifie cette expérience-là, cette aventure-là. Et souvent le lien est fait avec l'espace qui serait l'ultime frontière. Et donc tout ça, il y a eu une véritable construction culturelle et historique autour de cette frontière, de l'espace comme ultime frontière à coloniser. Donc on peut parler de tout un tas d'œuvres de science-fiction qui ont alimenté tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a eu des vrais liens entre les auteurs de science-fiction et les programmes spatiaux. Il y a peut-être la personne qui représente ça le mieux, c'est Arthur C. Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. C'est lui qui a écrit le premier bouquin sur la terraformation de Mars. Et il dit, alors je cite, encore une fois j'avais prévu une petite citation, mais elle est parfaite. Mars est la prochaine frontière, ce que l'Ouest sauvage fut, ce que l'Amérique fut il y a 500 ans. La curiosité et l'exploration sont une caractéristique de la nature humaine. Lorsque nous l'abandonnons, nous ne sommes plus humains. Beaucoup de nos problèmes sur Terre ne peuvent être résolus que par la technologie spatiale. La prochaine étape est dans l'espace, c'est inévitable. Finalement, en toile de fond, on dit que la prospérité et la survie de l'espèce humaine dans la biosphère, dans les limites de la biosphère, est impossible. Et donc il y a vraiment cet imaginaire qui est ancré. Et en fait, en réponse à ça, il y a vraiment des gens dans le monde réel, du coup, qui disent « il faut qu'on aille coloniser Mars ». Et donc pareil, il y a une œuvre majeure qui est de Gérard O'Neill, La haute frontière des colonies humaines dans l'espace, où il imagine qu'on irait vivre dans des énormes cylindres en rotation avec de la gravité artificielle. Donc une image reprise dans tout un tas d'œuvres de science-fiction, dans Interstellar, par exemple. Avec Interstellar, exactement. Dans Passenger. Musk et Bezos, ils inventent rien, ils vont puiser dans ces imagines-là. Bezos a été écouté, il était à Princeton, il a été écouté ce Gérard O'Neill, et maintenant il fait des conférences où il montre cette image d'un cylindre, sa vision grandiose de l'humanité dans l'espace, ça découle de tout ça. Trump, dans son discours inaugural, il dit la destinée manifeste des Américains, c'est d'aller sur Mars. Et finalement, tu vois, est-ce que, même si aujourd'hui, d'un point de vue concret, pour la transition écologique, ça n'a pas de sens, est-ce que ça pourrait pas quand même avoir des vrais impacts indirects, tu vois, est-ce que le fait de déployer autant d'argent, parce qu'ils mettent des milliards et des milliards là-dedans, ça crée pas finalement des innovations technologiques qui peuvent ruisseler jusqu'à une utilisation qui peut nous être utile pour de vrai? Ouais, il y a cet argument qui est avancé, effectivement. Je l'ai entendu beaucoup dans le cadre du tourisme spatial. Il y a cette idée que, en fait, ça permettrait de financer les missions scientifiques spatiales. Mais moi, je trouve que, même si on met la question environnementale de côté, ça pose un problème démocratique, justement, fondamental. C'est-à-dire que c'est les milliardaires, par leur choix de consommation, qui choisiraient ce qu'on finance. S'ils veulent pas prendre de vol spatial, ça veut dire qu'on fait pas de mission spatiale, du coup.
j'aimerais pour conclure, tu vois, qu'on se demande quand même, est-ce qu'il y a un secteur spatial qui est compatible avec la transition écologique? Est-ce qu'il y a un secteur spatial qui est utile pour la transition écologique? Ou est-ce que, en fait, on n'est que dans du délire? Effectivement, ces activités scientifiques, ça semble clair qu'il faut les conserver, qu'il faille les conserver. Après, je pense qu'il y a tout un tas d'activités comme les télécommunications qui peuvent être pensées de manière sobre. Et alors, il y a beaucoup d'efforts à faire, d'améliorations à apporter, que ce soit dans les technologies ou même dans l'architecture. La question de l'architecture, elle s'est posée pour les constellations. Voilà, est-ce que aller à chaque fois en orbite basse pour avoir la latence la plus faible possible, pour avoir le service utilisateur le meilleur possible, c'est vraiment nécessaire? Non. Ce qui est sûr, c'est que aller dans l'espace pour y chercher des ressources pour s'étendre, pour y habiter, ça ne sera jamais un problème, ça ne sera jamais une solution aux problèmes écologiques sur Terre. C'est très bon look-up, ça. Au mieux, ça ne fait que les décaler, les repousser. Et quand bien même ce serait réaliste techniquement et économiquement, or c'est pas du tout le cas. Et comment est-ce qu'on fait alors pour assouvir un besoin d'innovation? Si on se limite, comment est-ce qu'on fait pour valider tous ensemble qu'on doit se limiter à la troposphère, tu vois? Et que l'atmosphère et la stratosphère, c'est limité à de l'observation scientifique ou de l'utilisation pour le bien commun ou pour l'intérêt général. En fait, cet imaginaire où on va aller dans l'espace pour le coloniser, c'est vraiment le refus des limites planétaires. Et justement, dans l'argumentaire, si on est contre ces projets-là d'expansion de l'humanité, on est vu comme des anti-humanistes, quelque part. Il y a vraiment ces propos-là qui sont tenus. Donc ouais, il y a clairement une incompréhension entre ces deux mondes. Ce qui est sûr, c'est que faut pas laisser Musk et Bezos avoir la main sur ces imaginaires-là. Il y a aussi tout un imaginaire issu de l'exploration spatiale qui est quand même l'humilité et la fragilité de la Terre dans les espaces infinis. Donc il y a aussi ça qu'il faut garder et je pense que c'est précieux. Merci beaucoup Loïs d'être passé dans The Big Shift, c'était super sympa. Si vous êtes encore là en tout cas, c'est que vous faites vraiment partie de nos auditeurs préférés. Profitez-en pour mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, pour nous écrire un petit message sur LinkedIn, sur Instagram, pour partager l'épisode aux personnes qui peuvent être intéressées, pour mettre des étoiles aussi sur votre plateforme de podcast. Ça nous aide toujours énormément. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis à plus. Salut Loïs. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.